Billy Idol qu'on vient d'entendre, un classique, Money Money au 96.9, c'est quoi? Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, DJ, je devine que vous n'avez pas 20 ans. 7h06, Philippe Lemieux est avec nous, prof de cinéma. Salut Philippe, merci d'être là. Martin. Écoute Philippe, on est à la veille du jour du souvenir. C'est peut-être moins souligné aujourd'hui partout. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y a une quarantaine d'années à Louisville, il y avait une mini-cérémonie. Je sais pas si elle est encore court, mais on allait au Monument des Morts, souligner donc ceux qui étaient décédés au front. Moi, certainement, j'ai ça a bercé ton enfance, toi. Tout comme Patrice, oui. Et j'ai un souvenir vraiment marquant du défilé des vétérans qui avait lieu à chaque année, qui se terminait au Monument de guerre à Ottawa, à quelques pas du Parlement. Alors, ça m'a toujours beaucoup intéressé, ce sujet-là. Puis on a d'ailleurs un superbe musée de la guerre à Ottawa que je fais visiter à mes élèves régulièrement, là, à chaque année ou à peu près. Est-ce que la guerre est l'un des thèmes les plus forts pour provoquer des films dans le monde du cinéma? C'est inépuisable comme sujet. Je pense que si on fait juste une recherche film de Deuxième Guerre mondiale, il y en a des centaines et des centaines. Non, mais films de guerre tout court, historiques et autres. Ah oui, non, c'est l'un des sujets les plus développés, les plus riches. Oui, il y a beaucoup de films et je suis là pour vous citer quelques-uns, vous faire des suggestions par conflit. Alors, si on parle de la Première Guerre mondiale, évidemment, on peut pas éviter le film Wings. Wings, c'est le film à avoir remporté le premier Oscar du meilleur film de l'histoire des Oscars. Ah ouais? Oui, en 1927. C'est l'un des seuls 2 films muets à avoir gagné ce prix-là. C'est un film muet sur la guerre? Oui. C'est un film de combat aérien. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, ceux qui aiment les avions, évidemment, c'est des biplans, là, les avions. Le Baron Rouge qui était les films de Première Guerre mondiale, des avions de Première Guerre mondiale. Et le métier cascadeur est encore flou à cette époque-là. Alors, ce sont les acteurs eux-mêmes qui pilotent les avions et, attention, qui filment les scènes aussi. Fait qu'il y a une caméra de montée sur le devant du biplan, puis ils doivent tourner et piloter en même temps. Et il n'y a pas d'effet visuel dans le film au sens où tout ce qu'on voit est véritablement filmé. Wow. C'est extraordinaire. Pour ceux qui aiment l'aviation, là, c'est un film à ne pas manquer. Et quand on sait ça, on le regarde pas de la même façon, c'est sûr. Là. Mais ça paraît que c'est vrai là quand on regarde le film. Ah oui, c'est vraiment GoPro. Vraiment très bon. Effectivement, c'est tout à fait l'effet que ça donne. Un autre film que je dois absolument nommer, c'est All Quiet on the Western Front ou À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un film qui date de 1930. C'est un classique. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce film-là, toujours Première Guerre mondiale, c'est que c'est le point de vue des Allemands dans les tranchées, mais c'est un film américain. C'est audacieux, là. Est-ce qu'on sent le parti pris ou ils sont... Non, c'est vraiment pour... On voit, c'est un jeune, des écoliers allemands qui se font manipuler par un professeur qui fait beaucoup de propagande et qui les encourage à s'enrôler et une fois là, il désenchante assez rapidement puis ils se rendent compte de l'horreur dans laquelle il se retrouve. Mais bon, là, évidemment, il est trop tard. Et on est avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il y a quand même quelque chose de précurseur dans ce film-là, là, quelque part. Oui, vraiment. Puis c'est un film qui s'est mérité l'Oscar non seulement du meilleur film, mais aussi du meilleur réalisateur. Okay. Et pour un film américain, là, de présenter le point de vue des jeunes Allemands comme ça qui ont été manipulés, oui, c'est vraiment quelque chose. Et c'est un grand film. C'est très poétique, c'est super beau. C'est-tu récent, ce film-là? Ah, pas du tout. 1930. Ah, mon Dieu. Oui, non. Mais ça demeure un chef-d'œuvre. Évidemment, on parle de Chaplin lorsqu'on parle de films de guerre, mais vous vous trompez si vous pensez que je vais parler du dictateur. Oui, en fait, c'est ça que j'avais en tête. Je parle d'un autre film qui s'appelle Shoulder Arms, qu'il a fait en 1918. Et vous connaissez une image de ce film-là sans l'avoir vu nécessairement, où il est déguisé en arbre. Ah, vous avez déjà vu cette image-là? Bon, alors là-dedans, il joue un soldat des tranchées de la Première Guerre mondiale, contrairement au dictateur qui se passe évidemment pendant la Deuxième. Et il y a plein de petits gags sur la vie en tranchées, parce que c'était pas drôle. La Première Guerre, c'est vraiment une guerre de tranchées où les soldats restaient là de longues périodes de temps. Et il se déguise en arbre finalement pour aller en mission de reconnaissance du côté des Allemands. Et là, il y a toute une série de gags. Ça peut être une bonne façon de présenter le sujet aux enfants. Avant de les traumatiser avec l'ouverture de Saving Private Ryan. Ben là, on est rendu à la Deuxième Guerre mondiale avec Saving Private Ryan. On va aller faire un bulletin de circulation, puis on continue avec Philippe, notre prof de cinéma. On parle de films de guerre en raison du jour du souvenir. C'est demain. Oui, et pour les fans de sous-marins, il faut que je mentionne un film allemand qui s'appelle Das Boot. Ouais. C'est un classique de la Deuxième Guerre mondiale. 1981, ça a été réalisé. C'est un film allemand. Et si vous voulez voir un film qui est claustrophobe et qui vous met dans un sous-marin et qui vous fait vivre l'angoisse. Écoute, c'est extraordinaire pour ça. C'est la tension est à son paroxysme dans ce film-là. Là, c'est vraiment un film tendu. Et moi, je suis sorti de là, j'étais pas bien. Là, c'est vraiment être dans un sous-marin. Là, et, on dirait que je suis pas game d'aller au club vidéo pour commander Das Bot, mais c'est pas derrière la porte qui fait squeak squeak squeak. Okay, non. Et là, notre âge apparaît un peu. J'ai parlé tantôt, évidemment, de Saving Private Ryan. Tout le monde parle de l'ouverture de ce film-là, évidemment, le débarquement, qui avait déjà été présenté au cinéma de
bonne façon dans Le jour le plus long, en 1962, ouais, The Longest quoi? Day. Donc, on voit le débarquement dans ce film-là, et c'est un film qui met en vedette Henry Fonda, Sean Connery, John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton. Dieu Seigneur, il y avait Oui, du... c'était une méga production à Vraiment? l'époque, et jusqu'à ce que Spielberg refasse la scène, c'était le film classique. qu'on présentait, aux élèves à qui on voulait montrer le débarquement de Normandie, là. Mais Spielberg Comment l'a ça fait. s'appelle? The Longest Day, la journée la plus longue. Et c'est vraiment aussi prenant que le début de Saving Private Ryan? Évidemment, la censure étant autre chose à l'époque, les techniques étant différentes. On n'est pas autant sur le terrain qu'on l'est avec Spielberg, parce que c'est vraiment caméra épaule et tout le reste, là. Mais c'est un très bon film aussi pour ce sujet-là. Puis Spielberg, il avait déjà traité de la guerre, puis je veux mentionner son film L'Empire du Soleil, qu'on oublie souvent, réalisé en 1987, dans lequel Christian Bale a 13 ans, il en est à son tout premier film, et il joue un garçon qui se trouve à Shanghai au moment où les Japon déclarent la guerre aux États-Unis. Oui, et finalement va se retrouver dans un camp de prisonniers, et c'est extraordinaire. Je me souviens d'avoir vu ça plus jeune. C'est un très très beau film. Fait que il y a pas que Saving Private Ryan et Schindler's List aussi dans la filmographie de Spielberg. Là, faut voir l'Empire du Soleil, absolument. Puis c'est une autre ambiance. Au Japon, il y a quand même pas tant de films de guerre qui se passent au Japon. Non, c'est un autre point de vue, effectivement. Et là, je veux parler de la guerre du Vietnam, évidemment. Quand je pense au Vietnam, je ne pense qu'à un seul réalisateur. On peut pas passer à côté, c'est Oliver Stone. Oliver Stone, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam, premièrement. Allé, Oui, il est allé. Et c'est là-dessus qu'est basé Platoon en 1986. C'est son point de vue à lui, en tant que simple soldat pendant la guerre. Et c'est un film que personne voulait financer, aucun des studios, parce qu'on se rappelle, contrairement aux deux guerres mondiales, le Vietnam, les Américains sont très inconfortables avec ce sujet-là. C'est tabou, ils en ont honte, tout à fait. Ils voulaient pas financer ça. Fait que finalement, c'est un studio un peu indépendant qui a financé Platoon, et il a remporté l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur avec ce film-là, dans lequel il avait engagé le capitaine Dale Dye de l'armée américaine, qui est retraité puis qui est devenu spécialiste dans conseiller les réalisateurs pour que le film... Elle a l'air véridique. Oui. Des reconstitutions. Et c'est lui qui a participé à l'ouverture de Saving Private Ryan. Qui a été le conseiller. Oui, c'est le même. Et là, il y a une compagnie qui spécialise Hollywood. Est-ce que ce monsieur-là consulte quand même à travers ça? Parce que, je veux dire, si tu parviens à recréer des images aussi réalistes dans ta tête, t'as trop d'images aussi. Là. Je sais pas, là. Mais il se tient à jour parce qu'encore aujourd'hui, il travaille... c'est une sommité là-dedans. Oui, tout à fait. Et je parle de Oliver Stone parce qu'il a fait 2 autres films qui traitent de la guerre du Vietnam. Né un 4 juillet avec Tom Cruise, qui jouait le vétéran Ron Kovic, qui a aussi été l'inspiration pour le lieutenant Dan dans Forrest Gump, le même qui est en fauteuil roulant en revenant de la guerre. Et Oliver Stone toujours a fait Heaven and Earth avec Tommy Lee Jones, qui tombe en amour, qui est un soldat américain qui tombe en amour avec une Vietnamienne. Alors on comprend que c'est Roméo et Juliette, là, c'est l'amour interdit sur fond de guerre. Faut vraiment pas faire ça. Et c'est un film, c'est un sujet, Oliver Stone, et une époque qui lui tient à cœur. Alors, tu sais, on parle du film The Doors ou JFK. On revient tout le temps sur le sujet de la guerre du Vietnam, que ça soit directement ou accessoirement. Ça teint toujours ses œuvres. Oui. Et je vais terminer avec un film de 2008 qui s'appelle The Hurt Locker, Des mineurs. On avait beaucoup parlé. Kathleen Bigelow. Oui, Catherine Bigelow. Bigelow. L'ex à James Cameron, Patrice, toi qui es fan d'elle. Et en fait, c'est un très bon film, mais surtout, c'est que on est dans l'ère du temps, évidemment. C'est la seule réalisatrice, et c'est toujours vrai, à remporter l'Oscar de la meilleure réalisatrice. C'est jamais arrivé avant et depuis non plus. Alors c'est extraordinaire juste pour cette raison-là. Et c'est un très bon film donc qui est très tendu aussi. On sait le métier de démineur, là, ça doit pas être évident, et c'est très très bien présenté. Merci Philippe. Merci. Écoute, les gens sur la messagerie texte sont déchaînés. Propres suggestions. Les meilleurs films de guerre à eux, le We Were Soldier, entre autres, Hacksaw Ridge. La Vita est bella. Les canons à neige à Saint-Bruno marchent-tu? Je le connais pas, celui-là. Merci beaucoup, Philippe Lemieux, prof de cinéma. À très bientôt. C'est toujours intéressant, comme à chaque fois. 7h16 dans un...